四皇を一人引きずり下ろす策がある。 Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Confinement, voici Kitaro Et voici Kamaltero. et bienvenue dans notre analyse du chapitre 978 de One Piece. Ça y est, Shiroda réussit à dépeindre toutes les forces ennemies qui sont présentes à Onigashima. Et alors dans un souci de rappel, parce que du Shiroda aussi, eh bien ça a plein de bons côtés, mais nécessairement c'est des extrêmes. Et on tombe ici dans un chapitre qui va avoir comme but, comme vocation, eh bien de juste faire un géant rappel de choses qu'on connaît déjà, même jusqu'au Tobiropos qu'on connaît maintenant physiquement. Nous avons enfin un visuel d'Onigashima, un chapitre qui est plastiquement incroyable, des doubles pages magnifiques, beaucoup de détails, que ce soit dans les dessins, mais aussi dans l'écriture. On a un mangaka qui sait écrire une histoire, mais il sait aussi la dessiner, et ça là-dessus on a beaucoup de chance, c'est ce qu'on va analyser dans ce chapitre. En première partie, nous allons donc encadrer une bonne fois pour toutes toute l'armée gigantesque de Kaido et ce qui la compose, les rapports de force, quels personnages forment quel groupe et qui les dirige. On voit ça en première partie. Dans un second temps, on va se plonger dans la plastique affolante des Shiroda sur une seule île, totalement démesurée, mais qui, vous allez voir, on l'a déjà vu il y a bien longtemps. Et du coup, grâce à juste un visuel, grâce à un château qui n'est pas un crâne, nous allons pouvoir savoir où nous allons. Et même, les amis, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Une île qui va être la clé de beaucoup de secrets du manga. On a un crâne gigantesque, une épée gargantuesque, tout est lié aux tireurs de continents. On vous raconte ça en deuxième partie. Et enfin, en dernière partie, nous allons aborder la mort de certains personnages, les combats qui vont se dérouler sur la bataille d'Onigashima, un fruit du démon et surtout un problème de famille. Rien ne décrit mieux One Piece qu'une fête organisée par les grands méchants de l'histoire, joyeux et saouls, galvanisant leurs troupes dans une ambiance électro-funk disco, chantant haut et fort leur nom. Eiichiro-Oda aimant prendre son temps, présentant par un festival du feu tous les antagonistes du plus grand et ambitieux arc de son manga. Annoncé pour la première fois à Punk Hazard par Trafalgar Law, le voilà enfin, 8 ans plus tard sur Onigashima, rassemblé et complet. Voici l'équipage de Kaido aux 100 bêtes. Formant un jeu de cartes, nous retrouvons sous les ordres de l'empereur les calamités et donc les cartes suivantes. Jack le valet, Queen la reine et King le roi. Ne répondant qu'à Kaido, ils sont les plus puissants de l'équipage, de véritables stars, appelés au pays les Okanban. Ils dirigent deux équipes, la première étant celle des Numbers, reste du jeu de cartes avec à leur tête la supernova Apu. La deuxième étant les Tobiropos, composés de 6 membres, Ulti, Page One, Huzu, Black Maria, Sasaki et la supernova Jess Drake. Tous ces chefs dirigent donc l'armée, composée de 40 000 soldats, transformés par des smiles et divisés en 4 catégories. La première sont les waiters, ceux qui attendent de manger un smile car les usines de Punk Hazard et de Dressrosa ont été détruites par les Mugiwara. La deuxième, c'est les gifters, ceux qui ont mangé un smile et sont devenus des utilisateurs de Zoan artificiels. La troisième, c'est les Shinushi, utilisateurs d'élite des smiles. Enfin, la quatrième catégorie est le prix à payer pour un tel pouvoir. En effet, un smile ne pouvant créer un utilisateur qu'une fois sur 10, les 9 restants sont en plus d'être dénués de tout pouvoir, obligés de rire jusqu'à la fin de leur vie car leurs émotions ont été absorbées par le SAD. Ce sont donc les pleasures. Enfin, le seul membre impossible à placer est la dernière supernova, Basil Hawkins, chef de l'armée répondant aux calamités et à Kaido, il est pour le moment un électron libre. Se rajoutent à cela les 3 alliances, la première terminant le jeu de cartes et celle avec Doflamingo, surnommé le Joker, entouré de ses 4 races, Diamante, Pika, Trébol et Corazon. Cette alliance, déjà vaincue par les Mugiwara, ne sera donc pas présente sur Onigashima. La deuxième alliance concerne la politique de Wano et le shogunat Kuruzumi, avec à sa tête Orochi, protégé par 2 équipes. D'un côté les Oniwaban, ninja d'élite dirigés par Fukurokuju, 一度だけ
質問に答えよ。 Et de l'autre, les Mimawarigumi, milice personnelle composée de samouraïs restés à la capitale des fleurs, ainsi que Kanjuro, espion et puissant samouraï infiltré chez les Kuzuki, de retour sur Onigashima après avoir capturé Momonosuke. Et enfin, la troisième alliance concerne le deuxième empereur sur place, Charlotte Linlin et son équipage dirigé ici par la Sweet Commander Smoothie, qui à l'image des calamités de Kaido est la plus haute instance de l'équipage avant l'empereur même. Maintenant, vous savez absolument tout sur la puissance ennemie, mais revenons une dernière fois sur les derniers membres présentés, les Tobilopo. Chacun possédant des cornes sauf Jesse Drake, membre infiltré de la marine, symbole fort de son refus d'appartenir totalement à l'équipage, son cœur étant toujours du côté de la justice avec un grand J. Page One, le visage couvert, rappelle alors beaucoup le personnage de Mizai Storm, membre des Zodiacs dans Hunter x Hunter. Ulti, katakanisé Uruchi, se présente comme la grande sœur de Page One sans le confirmer pour autant. Son nom est l'abréviation du jeu de cartes Ultimates, chaque Tobilopo portant le nom d'un jeu de cartes, comme Black Maria, jeu britannique, ou Wuzu, jeu de cartes américain, que nous avons déjà aperçu à Punk Hazard lors du spectacle de César. Il est fort possible que ce fût lui qui représentait Kaido dans la communauté de l'ombre il y a 8 ans. Chaque membre des Tobilopo, comme pour les calamités, sont donc censés posséder un fruit Zoan préhistorique, car ils sont les candidats pour devenir les prochaines calamités. Black Maria, proche de Black Mamba, pourrait donc posséder pourquoi pas un fruit Zoan préhistorique de serpent. Sasaki, quant à lui, appartient sûrement à la race des hommes poissons, rappelant un Jinbei ou encore un Jack. Et selon ses dires, il serait convoqué pour une affaire de famille dont il ne faut ébruiter la raison. Rappelant que le fils de Kaido n'avait pas l'air de vouloir venir à la fête, confirmant petit à petit qu'ils n'entretiennent pas de bonnes relations et que l'expression tel père tel fils n'aura pas sa place à Onigashima. Nous avons donc le premier visuel d'Onigashima qui est tout simplement gargantuesque. Vous pouvez voir ici, les échelles sont totalement démesurées. C'est incroyable de voir ça parce que on a quand même un mangaka qui depuis des années écrit One Piece mais aussi le dessine. C'est bien un style, c'est bien du Eiichiro Oda, mais c'est qu'est-ce que c'est construit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est complet. Et là encore une fois, on a beaucoup de double pages dans ce chapitre qui vraiment présentent ou des personnages ou des paysages ou des actions. On a un crâne qui est gigantesque, une épée à côté qui fait sa taille et donc on se demande est-ce que tout ça ne serait pas lié. Nous avons fait une théorie il y a longtemps concernant Wano Kuni qui se serait construite grâce tout simplement à des tireurs de continents ancêtres de Odds qui lui faisait 60 mètres mais que nous voyons bien ici est minuscule face à ce crâne. Mais alors, est-ce que Onigashima qui est confirmé comme l'île d'origine des tireurs de continents dans la vivre-carte de Odds par Eiichiro Oda, nous aurions pas ici l'origine même tout simplement du premier tireur de continent, celui qui aurait créé Wano Kuni, ce qui expliquerait pourquoi l'île serait composée de plusieurs régions et donc de plusieurs climats. Tout simplement parce que c'est des îles rapportées par un seul et même tireur de continent qui se serait ensuite vu mourir sur Onigashima avec cet énorme katana planté dans le sol depuis des milliers d'années. Ça expliquerait aussi pourquoi Kaido aime cette île, on va y venir plus tard, c'est son île préférée, son île favorite, là où il a voulu construire son château à côté de ce crâne gigantesque, lui qui porte aussi des cornes, qui est invincible comme Odds. Est-ce que on n'aurait pas ici la lignée des démons tireurs de continents? Parce que cette île tout à fait gigantesque, quand même, il y a un énorme crâne au-dessus. Et alors maintenant, grâce au Sunny, on commence à pouvoir établir des petites échelles. Et on remarque un truc très intéressant, c'est que le sabre, il est absolument gigantesque. Et du coup, vis-à-vis du crâne, vous savez, regardez, rien qu'avec un sabre qu'il y a derrière, on peut environ imaginer que ce sabre, du coup, appartenait à cette immense personne, à cet immense tireur de continent qui est mort du coup il y a bien des années, mais on table sur quelque chose d'environ de 1,5 km de hauteur, d'accord? C'est extrêmement grand, mais est-ce qu'il ne faudrait pas cette taille-là pour transporter des îles, justement? C'est évident que pour Zunisha et ses 3/4 de corps qui sont sous l'eau, et bien cette créature, elle, devait également faire plus d'1 kilomètre de hauteur pour pouvoir marcher au fond des océans et tirer les continents. Alors nécessairement, on a ici quelqu'un qui a des énormes cornes. On a des cornes sur tous les démons qui sont retrouvés au fur et à mesure de l'histoire. Et bien finalement, ils ont des cornes partout et Kaido a des cornes. Et alors même, on a un capitaine pirate ici qui va insister pour que tout son équipage porte des cornes. Que ce soit des gifters aux pleasures en passant jusqu'au Tobiropo, vous avez vu en intro, à part un petit X-Drake. Parce que
1,5 km de hauteur il y a des millions d'années pour créer des continents depuis Pangea, jusqu'à 60 mètres pour le dernier en date. Alors pourquoi est-ce que Kaido ne serait pas lui le dernier descendant de cette lignée démoniaque? Ça expliquerait sa force démesurée, ça expliquerait qu'il n'est pas assez grand pour être un géant, ça expliquerait l'anomalie que représente Kaido en tant que créature la plus forte du monde. Si vous voulez, dans la mythologie des Shiroda, chaque créature du coup a une origine, hein. On savait pas ce que c'était un minx à la base parce que c'était un animal qui parlait, maintenant on sait très bien que c'est un peuple. Alors si on a des cornes aujourd'hui, ça tire forcément une origine quelque part. Alors Kaido pourrait être ce dernier descendant, une évolution qui au fil du temps a fait perdre beaucoup de vertus à Kaido, mais qui du coup ça n'empêche pas que vu que c'est le descendant de cette lignée démoniaque, ça expliquerait pourquoi c'est la créature la plus puissante du monde, avant tout un démon plus qu'un humain. Et du coup on a quelqu'un qui serait rattaché en fait et qui se sentirait vraiment le bienvenu dans cette île où son ancêtre serait mort. Et alors forcément il y aurait établi un château, son QG et son île favorite. Et oui, son île favorite. Et alors, maintenant, il faut replonger au chapitre 595 et au chapitre 793. Dans les deux, nous pouvons y apercevoir Jace Drake sur Onigashima, dans le premier faisant la rencontre de Scotch, le protecteur de l'île, et dans le deuxième, tout simplement apprenant la défaite de Doflamingo. Et alors, quelque chose nous frappait depuis des années. Comment cela se faisait que sur cette île enneigée, qui ressemblait vraiment à Onigashima, avec Scotch qui était là pour la défendre, l'île préférée de Kaido, là où il séjourne, comment ça se fait que elle ne ressemble pas du tout à Onigashima? On a ici, au chapitre 593, un palais qui se construit, on peut voir rayé, on peut voir des arbres aussi construits en métal, avec des plaques de fer dessus. On se demande donc, nous, au Mont Corvo, si l'île, tout simplement, n'est pas divisée en deux, en fait. Et comme nous voyons sur la première partie quelque chose d'assez japonisant, de Wano Kuni, eh bien, est-ce que la deuxième partie, derrière le crâne, là où se trouve même le château de Kaido, construit par Minato, ne serait pas, en fait, une partie construite par Kaido, aménagée par ses usines? On aurait carrément le résumé de Wano, la première partie qui serait le Japon féodal, et de l'autre côté l'industrialisation de Kaido, d'Orochi, le métal, comme on peut voir la liberté immense que l'anime a pris en construisant carrément une ville un peu futuriste et tout. Une forteresse, hein, voilà. Est-ce que Eiichiro Oda n'aurait pas donné son aval pour ça? Est-ce que au chapitre 793, les cornes que nous voyons et ce palais seraient véritablement le château de Kaido et non le crâne gigantesque? Parce que ne vous méprenez pas, c'est très important, parce que si Eiichiro Oda des fois il cherche beaucoup ses chara-design, hein, la star de Kaido qui ne ressemblait absolument pas à ce à quoi il ressemble aujourd'hui, et bien là par contre non, c'est évident que tout ce qu'on voyait avec la grande forme, avec ses cornes, la neige, etc., c'était prévu à 100% par le mangaka, simplement par des petits détails qu'on connaît. Par exemple le simple fait que ça c'est prévu du coup après Dressrosa, mais que par exemple le flashback de Denkuzuki, l'idée que Momonosuke a le vertige parce que dans son flashback Kaido le prend et tout ça par la gorge, ça veut dire qu'Oda il avait tout très bien en tête, et c'était pourquoi nous, il y a des années et des années en arrière, on vous avait dit l'arc de Wano Kuni en 2017 sera sous la neige. Ce sera enneigé, ce sera un paysage enneigé, il y aura de la neige, il y aura des arbres avec de la neige dessus, il y aura des maisons japonaises avec de la neige dessus, il y aura Luffy qui aura de la neige sur son chapeau. Pourquoi? Parce qu'on avait analysé les arbres qui étaient très japonisants et qui du coup de ce fait par des simples détails prouvent que le mangaka sait pertinemment où il allait. Maintenant regardez la map de Nigashima, on voit très clairement qu'il y a une arrière-île et que vu la taille absolument infinie de ce monstre de crâne, c'est toute une énorme plaine où on peut très bien imaginer Jace Drake monter, marcher dans la neige, etc. ici. Il est possible que l'anime ait pris les devants avec les directives d'Oda pour créer une énorme forteresse où les Mugiwara pourraient venir ici faire le bouquet final de Mugiwara contre Kaido, etc. Mais alors pour atteindre ce château se trouvant derrière l'île construit par Minato, le charpentier de Wano Kuni dont nous avons enfin les plans, il faudrait faire le tour de l'île et le seul qui va pouvoir faire ça, c'est l'eau. Les fourreaux rouges, l'honneur incarné qui vont aller directement comme des malades chez Kaido pour couper la tête de Kaido. Je pense que tous ensemble ils peuvent largement se faire Kaido, mais là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que on pensait qu'il allait avoir Denjiro et Kinemon, mais qui finalement eux vont diriger les samouraïs directement dans le crâne de Nigashima avec toutes les forces alliées de Luffy, etc. et les autres pirates. Et même s'ils ne sont pas avec leur chef Kinemon, tous ces fourreaux rouges savent qu'il n'y aura peut-être pas de voyage de retour, monsieur Frodon, hein. En détruisant les bateaux de chez Kinemon, en allant directement essayer de couper Kaido, en disant que si on meurt, que si on gagne ou quoi que ce soit, en tout cas on aura essayé de vaincre un empereur, ils savent que peut-être que ça va être une mission suicide. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup ça nous replonge au chapitre 954, où se souvenez des paroles de Yasui Shimotsuki qui leur disait « Attention, vous les petites racailles là, vous devez devenir les symboles protecteurs, les divinités, c'est très fort, protectrices de Wano Kuni. » Et je vous rappelle qu'il y a une divinité protectrice de Wano Kuni en ce moment même, c'est Kaido. Le festival du feu,
qui de base est essentiellement dédié à Kaido. Mais voilà, c'est l'imposteur hein, du pays. Parce Voilà. que la véritable divinité protectrice de Wano, c'est Ryuma Shimotsuki. Mais du coup, Kaido le usurpateur a profité de sa puissance pour pouvoir faire croire au peuple et surtout la propagande de Rocher à faire croire que c'est du coup lui la divinité etc. En même temps, c'est un putain de dragon. Ouais. Mais force est de constater que du coup, ici, on a le droit de se demander est-ce que les divinités protectrices, à l'instar de Kaido, peuvent-elles être vivantes à la fin de Wano Kuni ou peut-être mortes? Parce qu'on a vraiment des fourreaux rouges qui ici font que d'annoncer leur mort. On a un Kinemon qui ne fait que ça, qui a des discours ultra macabres H24, qui coule les bateaux. Alors attendez, beaucoup ici disaient mais attendez, mais c'est débile de couler les bateaux, même si voilà, au cas où vous voulez voilà. Mais non, en fait, les bateaux ils ont deux sens ici. Déjà de 1, si on les coule, ça montre la détermination des samouraïs et surtout leur fierté qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est vraiment très important. Si vous voulez vous battre, bah l'ennemi est devant, la mer est derrière, vous n'avez pas le choix, vous avancez en fait. Le deuxième truc, c'est que ici, on a une mission d'infiltration avant tout. Et donc, couler les navires n'apporte aucune preuve à C'est l'ennemi nécessaire. que l'alliance est présente sur les lieux. Et donc, on a toujours un Kinemon qui use ici de son fruit du démon grâce à une porte et c'est assez ingénieux. C'est aussi vachement beau de les La voir tous classe. traverser et tous se transformer en armée de Kaido. On les voit se rajouter des cornes, on les voit se rajouter voilà de la fourrure et tout, ça devient un peu des méchants. Déjà que ça va très bien à Kid et Killer, vraiment ils ont quand même un swag. On voit aussi ça un peu sur les Mugiwara avec une Nami qui ressemble de ouf à Miss Doublefinger, à Alabasta, les mêmes habits. On a aussi les cicatrices de Luffy et de Zoro qui disparaissent. Alors est-ce que ici c'est une erreur du mangaka? Je pense pas forcément, je pense que comme beaucoup des hommes de Kaido sont torse nu et que c'est censé être un déguisement, ça enlève leurs cicatrices tout simplement. C'est comme les cornes qui se rajoutent. C'est vraiment ici voilà un fruit du démon, c'est de la magie. Le fruit de Kinemon qui est présent depuis le début ici devient mais tellement essentiel à une mission d'infiltration et Shiroda pour ça mais merci. Oui. Merci parce que c'est un fruit totalement stupide mais qui du coup ici peut témoigner d'une putain de grande puissance. Le grand magasin de Kin, c'est effroyable la puissance que c'est quand même, c'est une maîtrise hein. Ils sont quand même 5000, enfin 5000 hommes totalement modifiés. En tout cas, on a une magnifique donc utilisation du fruit du démon de la galerie Lafayette, hein, littéralement c'est incroyable. Et par contre, j'aimerais vraiment connaître son origine parce que ça vient de Wano Kuni et Ichiro Oda l'a bien fait comprendre, c'est que les fruits du démon sont étrangers au pays de l'harmonie. Mais alors comment est-ce que Kinemon a eu le sien? On sait pour les Kuruzumi, on sait pour Kanjuro et on sait pour Orochi. Mais par contre, pour Kinemon, c'est où? C'est sur Wano Kuni et à ce moment-là on n'a aucune idée. Ou bien dans ces mésaventures du Nouveau Monde hein, qui ont duré 4 mois. Comment il a trouvé ce fruit du démon? Toujours aucune information là-dessus. En parlant de fruits du démon, il y en a un autre qu'en a un, c'est Kanjuro. Si Kanjuro arrive, voilà c'est foutu, hein. Vraiment tout est foutu, c'est la bagarre qui commence tout de suite, il n'y a plus d'infiltration. Mais le point fort du plan ici, c'est que malgré qu'il puisse être repéré grâce à l'eau, on comprend que du coup tout le monde va croire que du coup c'est ici que le combat se passe, tandis que les fours rouges en réalité sont en plan B chez Kaido. En parlant de four rouge, il en manque un, on sait pas comment il va arriver parce qu'il est pas là. Ils vont arriver chez Kaido et il y a toujours pas Nekomamushi. Un autre combat que j'aimerais beaucoup voir, ce serait les deux musiciens de l'arc, Soul King contre DJ Apu. Ce serait vraiment incroyable, surtout que si Brook arrive à tenir tête à une supernova, ça lui ferait vraiment un power-up de malade. Déjà qu'il s'était bien exécuté sur Rocket Island, là le revoir contre Apu, ce serait vraiment un truc, un combat de hits, vraiment ce serait très sympa, ce serait assez burlesque, mais bon c'est du One Piece, ce serait vraiment hyper intéressant. Autre combat qui serait aussi vraiment intéressant, ce serait tout simplement Nami et Robin face aux deux Toby Repos féminins qui sont Ulti et Black Maria. Alors même si elles sont extrêmement puissantes, on n'en doute pas, puisque voilà, si on part du postulat de Jess Drake, et voilà, elle doit être très forte. En tout cas, les deux réunis, hein, Nami et Robin contre Black Maria ou contre Ulti, ça pourrait être très intéressant parce que du combat pour nos meufs là, c'est ultra important. Surtout que nous avons vu que Usopp ici, grâce à son acquis de l'observation, a déjà présenté un peu ses forces. Vraiment, c'est le tout premier à se rendre compte, les tout premiers de tous, vraiment. À se rendre compte qu'il y a des vigies qui les observent et ça c'est incroyable. Il y a Zoro, il y a Luffy, il y a tout le monde qui est là, il y a même tous les fourreaux rouges et tout. Personne ne les a repérés, c'est Usopp. Et alors que juste avant on avait un peu le trio faiblard et oh non nous on n'attaque pas et tout, et on vous disait Chopper, Nami et Usopp sur le Sonic comme ça qui regardent. Donc eux on n'a pas d'attaque pour eux, on n'a pas de petite démonstration de force là pour l'instant. Je sais que j'en ai lu beaucoup qui disent totalement déçus, au bout d'un moment il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils soient forts. Ce n'est absolument pas nécessaire, c'était juste des sous-fifres. Ils vont tout à fait se démontrer lors de Nigashima, il n'y a aucun souci. Usopp a commencé, donc on aimerait beaucoup voir Chopper qui était très absent de Rocket Island et surtout aussi Nami, un combat féminin, donc comme on le disait, Robin face à Black Maria et Ulti. L'échiquier est en place à Onigashima, les forces alliées sont présentes, les forces ennemies n'attendent que ça, le plan d'infiltration est mis en place,
Tout est là les amis, tout est là. Si c'est Eiichiro Oda et que ça prend son temps, c'est nécessaire parce que vous savez très bien que le monde d'Eiichiro Oda il est si riche que le revers de la médaille, ça va être la nécessité de rappeler tous ces personnages. Mais ça y est, maintenant on connaît leur nom, on connaît qui y a en face, on connaît qui y a avec nous. On y va, c'est parti les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à dans 2 semaines pour la review du chapitre 979 de One Piece. On approche du 1000ème. On espère que vous aurez aimé cette review, on l'espère également exhaustive. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez nous faire pour nous encourager parce que ça nous demande beaucoup de travail. Oui, et on se dit à très vite au Mon Corvo, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, Ciao, ciao. ciao.